Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un mythe, une idée qui obsède un peu tous ceux qui s'intéressent au marché financier. Ah oui, la fameuse quête du Saint Graal. Exactement. Cette recherche sans fin de la stratégie parfaite, de l'indicateur miracle qui, soi-disant, ne se trompe jamais. On a tous cherché ce signal magique qui garantit le succès à tous les coups. C'est ça. Sauf que les sources qu'on a explorées pour notre analyse d'aujourd'hui, elles suggèrent toutes que cette quête est en fait une impasse. Complètement. Ce qui est fascinant, c'est qu'elles affirment que la vraie différence, ce qui sépare ceux qui durent de ceux qui disparaissent, ça ne se trouve pas du tout dans le signal d'entrée. Non, c'est ailleurs. C'est ailleurs, dans quelque chose de beaucoup moins sexy, on va dire, mais infiniment plus puissant. Tellement plus puissant. Notre mission aujourd'hui, c'est donc de plonger au cœur de ce que ces textes nomment la vraie clé de la rentabilité durable. Le fameux money management. Le money management, la gestion du capital. Et on va voir que c'est pas juste une question de comptabilité, c'est une vraie philosophie de survie et de croissance. Absolument. Et pour donner le ton tout de suite, il y a une phrase dans nos sources qui m'a vraiment interpellé. Elle résume tout. Ah oui. Un trader discipliné avec une stratégie moyenne peut gagner. Mais un trader indiscipliné avec une stratégie parfaite peut tout perdre. Waouh. En une phrase, on comprend que le jeu ne se joue pas là où la plupart des gens regardent. La discipline et la gestion écrasent complètement la recherche de la perfection. Et ce fameux money management. Alors, les auteurs insistent beaucoup là-dessus. C'est pas du tout un concept vague, quoi. Ce n'est pas une idée en l'air. Ah non, c'est un ensemble de règles de faire, vraiment, qui dictent chaque décision. On parle de combien on risque sur chaque transaction, de l'endroit exact où on place notre filet de sécurité, le stop-loss. D'accord. On parle aussi de comment on protège l'ensemble du capital, comment on gère les périodes de perte qui sont inévitables. Le drawdown, c'est ça? C'est ça, le drawdown. Et, bien sûr, comment on calcule la taille de chaque position, mais au centimètre près. Le but ultime, en fait, c'est pas de gagner gros tout de suite. C'est de durer. C'est de durer. Durer assez longtemps sur le terrain pour que notre avantage statistique, même s'il est minime, puisse enfin se manifester. Je vois. Donc il y a plusieurs objectifs qui sont imbriqués. Les textes qu'on a lus en soulignent trois principaux. Le premier, qui paraît évident mais qui est crucial, c'est de protéger le capital. Le plus important, Le deuxième, c'est de réduire l'impact de nos propres émotions, le stress. Et le troisième, c'est de viser une croissance stable, contrôlée. En gros, éviter de vivre des montagnes russes financières. c'est tout à fait ça. Et le premier point, la protection du capital, c'est la fondation de tout le reste. C'est la base. C'est la base. C'est même dit de manière très très crue dans l'un des documents. Sans capital, tu n'existes plus en tant que trader. C'est direct. C'est la fin de la partie, tout simplement. Toutes les règles qu'on va aborder, elles ne sont que des mécanismes conçus pour une seule chose, s'assurer qu'on reste toujours dans le jeu. D'accord, le décor est planté. Alors, entrons dans le vif du sujet, dans ces règles concrètes. La première, elle est qualifiée de règle d'or et elle concerne le risque par transaction. Et là, j'avoue que j'ai été un peu surprise. C'est souvent le premier choc pour beaucoup de gens. La norme professionnelle, celle qui est vraiment martelée dans nos sources, c'est de ne jamais, au grand jamais, risquer plus de 0,5% à 1% de son capital total sur une seule idée de trade. Attendez, seulement 1%, ça paraît incroyablement low. On voit partout des gens qui veulent faire des gains de 10-20% en une seule journée. C'est le fantasme. Donc, c'est ça le premier grand secret des pros, la patience et une approche presque défensive qui l'emporte sur la quête du gros coup. C'est exactement ça. C'est un changement de paradigme complet. L'exemple donné dans les textes est très parlant. Prenez un capital de 1000 euros. D'accord. Si vous appliquez un risque strict de 1%, votre perte maximale autorisée sur un trade est de 10 euros. Juste 10 euros? Juste 10 euros. La conséquence, elle est immense. Imaginez que vous traversiez une très mauvaise passe, une série noire de 10 pertes d'affilée. Ça arrive même aux meilleurs. Oui, ça peut arriver. Eh bien, votre perte totale ne sera que de 100 euros. Vous aurez perdu 10% de votre capital. C'est douloureux, certes, mais ce n'est pas fatal. On est toujours dans la course. Vous êtes toujours dans le jeu et psychologiquement, vous n'êtes pas anéanti. Vous pouvez continuer à opérer rationnellement. Si vous aviez risqué 10% par trade, après 10 pertes, c'est simple, il n'y a plus de compte. C'est terminé. Vu comme ça, c'est une véritable assurance contre la faillite. Mais pour que cette perte, elle ne dépasse jamais les 10 euros de l'exemple, il faut un outil. Les textes l'appellent l'assurance vie du trader. Le stop-loss. Oui, mais attention, il y a un art de l'utiliser. Les sources font une distinction très très nette entre le bon et le mauvais stop-loss. Ah d'accord.
Le mauvais, qu'il qualifie de loterie, c'est de le placer au hasard ou par pure convention. Par exemple, se dire « bon, je mets mon stop à 20 pips parce que c'est un chiffre rond ». Ça n'a aucune logique de marché. Ça me rappelle les débutants qui disent « je sors si ça touche les 1,10 $». C'est une barrière psychologique qui est purement personnelle, pas une barrière technique. Précisément. Le marché, lui, il s'en fiche complètement de nos chiffres ronds. C'est clair. Le bon stop-loss, l'approche professionnelle, il est basé sur l'analyse du marché. On le place à un niveau technique clé, sous un support, au-dessus d'une résistance. Ou alors on peut le baser sur la volatilité récente de l'actif, via un indicateur comme l'ATR. D'accord. Mais le plus important, c'est que le stop-loss doit être placé au point précis qui invalide votre scénario de départ. C'est le niveau où vous pouvez vous dire, sans émotion, « Ok, mon analyse était fausse, le marché me donne tort, je sors sans discuter. C'est une décision technique, pas une peur arbitraire. » Voilà. On a donc notre risque maximal de 1% et un stop-loss qui est placé intelligemment. Mais comment on lit les deux? Comment on s'assure que ces 20 pips de distance, ou 50, correspondent bien à nos 10 € de risque, et pas un centime de plus? C'est là qu'intervient ce que l'un des textes appelle, et j'adore l'expression, la formule qui sauve la vie. Ah, rien que ça? Oui, c'est le calcul de la taille de la position. C'est vraiment ce mécanisme qui va tout synchroniser. Et la formule est toute simple. Taille de la position égale risque monétaire divisé par distance du stop-loss. D'accord. Reprenons notre exemple. Capital de 1000 €, risque de 1%, donc un risque monétaire de 10 €. Imaginons que notre analyse technique place le stop-loss à 20 pips de notre point d'entrée. Ok. Le calcul est exact. 10 € divisé par 20 pips, ça donne une valeur de 0,50 € par pip. On ajuste donc la taille de notre position pour que chaque pip de mouvement vaille 50 centimes. Je vois. Si le marché atteint notre stop, à 20 pips, on perd 20 fois 0,50 €, soit exactement 10 €. D'accord. Et si le stop était plus loin? Bonne question. Si notre stop avait été plus large, disons à 40 pips, la formule aurait donné 0,25 € par pips. La perte finale reste la même, 10 €. Donc, si je comprends bien, cette formule, c'est une sorte de thermostat automatique. Peu importe si mon intuition me crie « ce trade est une pépite, il faut y aller fort », la formule me force à respecter mon budget risque de 10 €. C'est une protection contre soi-même. C'est une protection contre ma propre euphorie ou ma propre peur. Ça enlève toute l'improvisation. C'est la définition même du trading mécanique et professionnel. Et ça nous amène à une autre question logique. Exactement. D'accord, on a une taille de position qui garantit qu'on ne perdra jamais plus de 10 €. Mais ça ne nous dit pas combien on doit viser à gagner. J'imagine qu'il ne suffit pas de viser 11 € pour que ça vaille le coup sur le long terme. Bah non, évidemment. C'est là que le fameux ratio risque-rendement entre en jeu, j'imagine. C'est le moteur de la rentabilité. La recommandation très forte qui ressort des sources est de ne jamais entrer dans une transaction si le gain potentiel n'est pas au minimum 1,5 fois supérieur à la perte potentielle. C'est ce qu'on appelle un ratio de 1 pour 1,5. Donc pour chaque euro que je risque, je dois avoir une perspective réaliste d'en gagner au moins 1,50 €. C'est bien ça? C'est exactement ça. Et pourquoi ce 1,5, ce chiffre, il est si important? Parce que mathématiquement, ça change complètement la donne sur le plan psychologique. Avec un tel ratio, vous n'avez plus besoin d'avoir raison souvent pour gagner de l'argent. Ah, ça c'est intéressant. Le calcul est simple, hein. Si on prend 10 trades, imaginez que 6 sont perdants, donc moins 6 €, et 4 sont gagnants, ce qui fait 4 fois 1,50 €, soit plus 6 €. On est à l'équilibre. Avec seulement 40% de réussite, on est à l'équilibre. Dès qu'on a raison 41% du temps, on devient profitable. Ça retire une pression immense. Exactement. On n'a plus besoin de chercher la perfection, la stratégie miracle. On a juste besoin d'un léger avantage appliqué encore et encore de manière disciplinée. On voit bien comment toutes ces règles s'emboîtent. C'est un vrai système de protection. Mais que se passe-t-il quand on a une mauvaise journée? Ou une mauvaise semaine? Même avec des petites pertes de 1%, elles peuvent finir par s'accumuler. Oui, bien sûr. Les sources parlent d'un autre filet de sécurité pour ça, le concept de drawdown. Oui, le drawdown. En gros, c'est la baisse de votre capital depuis son dernier sommet. C'est un indicateur clé de la volatilité, de votre performance. Et pour le maîtriser, les textes s'inspirent des règles très strictes des firmes de trading professionnelles, les prop firms. Celles qui confient leur argent à des traders. C'est ça. Et il y a 2 limites clés à retenir. D'accord? La première, c'est une limite de perte journalière, 2% du capital. Si au cours d'une journée, vos pertes cumulées atteignent ce seuil, la règle est simple. On arrête tout. On ferme tout?
On ferme les écrans, on va faire autre chose, et on revient le lendemain avec l'esprit clair. C'est une règle pour se protéger de soi-même et du fameux revenge trading. Cette envie de se refaire, Oui, cette envie qui mène toujours à la catastrophe. c'est une sorte de disjoncteur, en fait. Et la deuxième limite, c'est quoi? C'est une limite de perte globale, généralement fixée à 10%. Si à un moment donné, votre capital baisse de 10% par rapport à son plus haut historique, c'est un signal d'alarme majeur. Là, il faut s'inquiéter. Le protocole, c'est de faire une pause de plusieurs jours, voire une semaine. Il faut analyser en profondeur ce qui ne va pas. Est-ce le marché qui a changé? Est-ce ma stratégie qui n'est plus adaptée? Ou est-ce que c'est mon exécution qui flanche? Et on ne reprend pas avant d'avoir trouvé la cause. On ne reprend pas tant qu'on n'a pas identifié et corrigé le problème. C'est une discipline de fer. Et on sent bien que l'objectif de toutes ces règles mécaniques, au fond, c'est de gérer le maillon faible dans l'histoire, la psychologie du trader. C'est exactement ça. Comment ce système protège-t-il concrètement des erreurs émotionnelles? C'est son bénéfice le plus profond. En appliquant ces règles sans jamais y déroger, on court-circuite nos propres démons. Les sources listent tous les pièges classiques que ce système permet d'éviter. La peur, par exemple, qui nous fait couper nos gains trop tôt. Ah oui, classique. La cupidité, qui nous pousse à augmenter le risque après une série de gains. Le revenge trading dont on a parlé. L'overtrading, le fait de prendre des trades par ennui ou par compulsion. L'impulsivité, tout simplement. En fait, on enlève le feeling. On enlève le feeling. Quand vous savez, avant même de cliquer sur le bouton, le montant exact que vous pouvez perdre au maximum, votre esprit reste calme. L'incertitude du résultat est toujours là, bien sûr, mais l'incertitude du risque, elle, a disparu. Ce qui change tout. Ça change tout. On ne panique pas sur une perte, on n'est pas euphorique sur un gain. Le trading, comme le dit un des textes, devient mécanique, propre, professionnel. On se concentre sur la qualité de l'exécution, pas sur le résultat immédiat de chaque trade. D'accord, je vois très bien le côté survie de la méthode. On protège son capital à tout prix. Mais honnêtement, en risquant seulement 1% et en se bridant avec toutes ses limites, j'ai quand même du mal à voir comment on peut passer de 1000 € à un capital vraiment significatif. Ça ne risque pas de prendre des décennies. Comment cette tortue peut-elle espérer gagner la course? C'est la question que tout le monde se pose. Et la réponse est dans un concept que l'un des auteurs appelle le power of compounding, la puissance de l'effet cumulé. Les intérêts composés. C'est ça, les intérêts composés. C'est là que la magie opère. Le secret, c'est que le risque reste fixe en pourcentage, mais pas en valeur nominale. Expliquez-nous ça. L'illustration est assez saisissante. Au début, avec un capital de 1000 €, votre risque de 1% représente 10 €. C'est petit. Oui. Mais si votre système est bon, après quelques mois, votre capital atteint, disons, 3000 €. Votre règle de 1% n'a pas changé. Mais ce 1%, il représente maintenant 30 € par trade. D'accord, je vois où vous voulez en venir. Un an plus tard, si votre capital atteint 15 000 €, ce même risque de 1% pèse 150 €. Le trader n'a jamais dévié de sa discipline, il n'a jamais pris plus de risques émotionnellement parlant, mais la taille de ses positions, et donc ses gains potentiels, ont été multipliés par 15. C'est la puissance de l'effet cumulé appliqué au trading. La croissance s'accélère de manière exponentielle, mais sans jamais augmenter le stress. C'est tout l'intérêt. C'est brillant. On mise sur la durée et la discipline pour que les mathématiques fassent le travail à notre place. On a vu toutes les règles à suivre, mais c'est souvent en comprenant les erreurs qu'on apprend le plus. La source doit bien pointer du doigt les pièges classiques, les péchés capitaux du money management dans lesquels tout le monde tombe, non? Ah mais absolument. C'est une excellente synthèse de tout ce qu'il ne faut pas faire, la liste de ce qui, selon les textes, ruine 90% des traders. Alors, c'est quoi le numéro 1? Le péché capital numéro 1, c'est de risquer beaucoup trop. 2%, 5%, 10% par trade. C'est le chemin le plus court vers la panique et la ruine. Le deuxième, c'est de ne pas utiliser de stop loss en espérant que le marché revienne. Le fameux « ça va bien remonter ». C'est ça. Les textes qualifient ça de mort statistique. Tôt ou tard, un trade ira si violemment dans le mauvais sens qu'il l'anéantira le compte. Ce sont les deux plus évidents. Et les autres? Le troisième, c'est de doubler la mise après une perte pour se refaire. La fameuse martingale. C'est une stratégie de casino, pas de trading, c'est la ruine garantie. C'est clair. Le quatrième est plus subtil. Retirer ses gains trop tôt et trop souvent. Ça flatte l'ego, c'est sûr, mais ça casse complètement l'effet cumulé et ça empêche la croissance exponentielle. On ne laisse pas la magie opérer. Exactement. Et enfin, le dernier péché, changer la taille de ses positions en fonction de ses émotions. Réduire la taille après une perte par peur ou l'augmenter après un gain par euphorie. Le système devient alors erratique, instable et imprévisible. Le message est vraiment limpide.
Si je dois résumer la grande idée qui ressort de cette analyse, c'est un changement total de perspective. Les traders qui réussissent ne passent pas leur temps à chercher comment avoir raison plus souvent. Non. Ils passent leur temps à construire un système qui leur permet de survivre et de prospérer, même quand ils ont tort. Le focus n'est plus sur la prédiction, mais sur la gestion du risque. C'est la conclusion parfaite. Le money management n'est pas un accessoire, une option. C'est le moteur central de la machine. C'est le cœur du réacteur. C'est le cœur du réacteur. C'est lui qui protège le capital, qui maîtrise le stress, qui stabilise la performance et qui, au final, permet une croissance durable. C'est vraiment ce qui transforme un joueur en un professionnel. La phrase de fin de l'un des documents résume tout. Sans lui, rien ne fonctionne. Avec lui, tout devient possible. C'est une belle conclusion. Et ça m'amène à une dernière réflexion pour élargir un peu le débat. On a vu ces règles comme un système très strict pour le trading individuel. Mais cela soulève une question intéressante. À quel point ces principes, la préservation du capital avant tout, la gestion rigoureuse du risque, la discipline émotionnelle face à l'incertitude, pourraient-ils s'appliquer en dehors des marchés? C'est une bonne question. Je pense par exemple à la gestion du budget d'une start-up, qui doit naviguer dans un environnement hyper concurrentiel, ou même, plus simplement, à la gestion des finances d'un ménage en période de forte inflation ou d'incertitude économique. C'est vrai. Cette logique de survivre d'abord pour permettre la croissance ensuite, met-elle pas au fond une règle de vie